les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On n'est pas lundi, on est dimanche et demain c'est la rentrée. Je suis déjà un petit peu stressée à l'idée de ça, la rentrée. Je sais pas si je vais avoir des heures sup, donc je sais pas combien d'heures je vais faire. Je vais peut-être regarder quand même mon emploi du temps parce que... Et je vais regarder quand même s'ils ont pas changé des trucs au cas où. Mais normalement demain je commence à 9 h et pour l'instant j'ai pas d'heures sup. Alors je suis partagée entre c'est très bien parce que... En fait là pendant les vacances j'ai 1 semaine et demie de cours d'avance grand max et encore c'est parce que mes élèves ont un contrôle de 2 heures. Donc ça me retire 2 heures de cours. Des heures de correction mais ça me retire 2 heures de cours. 1 semaine et demie de cours grand max. Et encore c'est parce que je pense que je vais leur montrer un épisode des Misérables. J'hésite parce que j'ai envie de leur montrer de la culture etc et tout. Mais j'ai des heures qui sautent, j'ai une classe qui part en Espagne où la moitié de mes élèves partent en Espagne pendant 1 semaine, donc ça fait encore des heures qui sautent, etc. Donc je suis un peu inquiète sur le programme. J'ai quand même envie de leur montrer des trucs intéressants pour qu'ils puissent approfondir par eux-mêmes, etc. Donc bref, j'ai 1 semaine et demie de cours. C'est pas énorme. Là, je vais faire une semaine de cours sur la justice. Après, je vais faire 1 ou 2 séances sur l'explication de texte, à proprement parler. Après, je vais faire 1 semaine de cours sur Freud. Et après, je vais attaquer la science et la religion sont-elles incompatibles. Le cours sur Freud, bon, c'est juste de la mise en forme. J'ai plein de trucs de près sur Freud. J'ai eu l'immense idée de Jenny cet été de travailler des cours sur Freud, des cours de Luc Ferry. Si vous ne connaissez pas Luc Ferry et que vous faites de la philosophie, où êtes-vous? Ou si vous adorez la philosophie et que vous ne connaissez pas Luc Ferry, mais non, il faut absolument écouter tous les cours de Luc Ferry sur YouTube. Ils sont extraordinaires, YouTube et certains Spotify aussi. Tout ce que fait Luc Ferry et même ses livres, ils sont extrêmement accessibles. Bon bref, cet été j'ai utilisé tous les cours de Luc Ferry, j'ai dactylographié un cours sur Freud et j'ai lu etc. Donc là c'est juste de la mise en forme. Voilà, j'ai pas beaucoup de cours d'avance. Donc d'un côté ne pas avoir 150 heures sup ça m'arrange. De l'autre, je pense à la paye qui va me piquer la gueule si j'ai pas d'heures sup. Donc on verra. Écoutez, je vais regarder quand même, ouvrir l'application École Direct, ça me fout un peu les... Mais en tout cas, j'ai passé d'excellentes vacances. J'ai vraiment pas eu une chute de morale ni rien. Je suis choquée parce que les dernières vacances, j'avais quand même eu une petite descente de morale. Et là, pas du tout. J'ai kiffé mes vacances. J'ai bossé en plus, hein. Franchement, j'ai bossé, j'ai corrigé toutes mes copies, j'ai préparé un cours sur la justice, j'ai fait des trucs et tout, mais j'ai kiffé mes vacances. Vraiment. C'est là que je me rends compte que j'ai quand même une très bonne santé mentale en fait. Franchement, j'ai une bonne santé mentale. Le problème, c'est pas ma santé mentale, le problème, c'est le monde du travail. Le problème, c'est la charge de travail. Le problème, c'est de travailler loin, de faire sa première année, de passer le concours à côté, de se lever tôt, de pas dormir. C'est ça le problème en fait. Et c'est l'argent aussi le problème, voilà. Mais c'est pas moi, enfin voilà, tu me mets dans des circonstances où tout va bien, j'ai aucun problème quoi, je suis très heureuse. Donc ça me rassure un peu, je me dis bon voilà, c'est juste le travail, c'est le monde du travail qui est comme ça. Et encore une fois, je me plains pas parce que j'aime mon travail. J'écoutais un podcast, en ce moment je suis dans mon era podcast, et quelqu'un a expliqué, là c'était Virginie Despentes, je vous mettrai les podcasts à l'écran, qui expliquait que la prostitution était un travail comme un autre et que effectivement les femmes ne se prostituaient pas par plaisir, hein, et que s'il y avait pas la dimension monétaire, elles ne se prostitueraient pas. Mais elle disait comme plein d'autres métiers, le mec qui va à l'usine il va pas par envie. Elle disait que les 3/4 des métiers, ou même bien plus, 90% des métiers on les faisait pour la rémunération monétaire, pour l'échange, hein, l'échange du travail contre l'argent, mais qu'on faisait pas ça par envie. Bah, la prostitution c'était pareil, et elle voyait pas du coup pourquoi prohiber la prostitution en tant que telle, puisque il y a plein d'autres travails qui sont tout aussi difficiles, sauf que bien moins rémunérateurs pour les femmes. Donc moi j'ai de la chance que non, enfin je me dis si j'avais pas à travailler, je pense que j'enseignerais quand même. Alors peut-être pas autant, pas aussi loin, peut-être que je me passerais plus de temps à préparer le concours, mais j'enseignerai quand même. Enfin, j'adore mon métier et je suis encore une fois dans un établissement de fou, enfin dans le sens où on me respecte, on me parle toujours bien, il y a jamais un adulte qui m'a mal parlé. J'ai pas le souvenir en 4 mois d'un adulte qui m'a mal parlé. Les élèves sont très gentils dans l'ensemble. Ma chaîne YouTube ça pose pas de soucis. On me harcèle pas, on me fait pas des trucs bizarres etc et tout. À part l'institution en elle-même qui est très problématique, l'éducation nationale en elle-même qui est très problématique, mon établissement j'ai beaucoup de chance. Donc en fait j'ai beaucoup de chance. Ce qui est dur c'est la charge de travail, c'est la pression du concours, c'est la peur de l'échec, c'est les transports quand même, on va pas se mentir, c'est l'hiver et l'absence totale de luminosité de soleil. Enfin globalement je suis une chanceuse quoi. Mais voilà, l'année prochaine j'aurai déjà des cours de prêt et ainsi de suite et ainsi de suite. L'avantage de la philo c'est que tu retombes toujours sur les mêmes classes et les mêmes niveaux. Donc c'est le plus grand avantage de la philo, c'est qu'une fois que t'as préparé tes cours, si tu veux être tranquille, tu peux les faire ad vitam aeternam. Donc voilà, c'est juste que cette année le fait d'avoir pas de cours de prêt ça me fout dans la merde. Et d'ailleurs il y a un commentaire que j'ai mis sur Instagram qui vous a bien fait rigoler, de quelqu'un qui a commenté sous une de mes publications où je montrais un de mes cours que je préparais, mes cours sont extraordinaires par ailleurs. Je pense qu'ils pourraient être améliorés, faudrait que je m'inspire de d'autres collègues, faudrait que j'en discute avec des collègues, je pense que je pourrais améliorer mes cours avec des collègues, mais globalement je les trouve très structurés et très bien. En fait c'est un vrai plaisir de faire les cours, c'est un vrai plaisir. Je prends même du plaisir à corriger les copies de termes en tout cas, pas tout le temps. Pas les 90 bacs blancs, on comprend rien de ce qu'ils écrivent, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, pourquoi je racontais ça? Parce que quelqu'un qui m'a dit qu'il pensait que tous les profs avaient des cours déjà prêts sur Eduscol, clé en main, déjà rédigés, etc. et qu'on n'avait plus rien à faire.
Alors pas du tout. Je vous défais de ce cliché, de ce préjugé. On n'a pas du tout de cours clé en main. Tout est à faire. Tout est à faire. Alors selon les niveaux, selon les disciplines, t'as des choses qui sont peut-être pré-mâchées, c'est-à-dire que tu peux t'inspirer de choses qui sont déjà prêtes. Moi en français, ça m'arrivait plus d'une fois de m'inspirer de séquences effectivement faites par les académies, faites par des manuels scolaires, etc. Et ça c'est bien utile. Et voilà, ça marche pour le collège. Pour le lycée, t'as quasiment rien clé en main, déjà parce que les programmes changent tout le temps. Par exemple, le français au lycée, les œuvres changent tout le temps. Donc t'as pas des programmes clés en main faits, t'as pas des gens qui te vendent des programmes ou quoi que ce soit, des séquences. Il y a qu'au collège où tu peux te débrouiller pour avoir des séquences clés en main, on va dire. Mais c'est très dur de s'approprier quelque chose que tu n'as pas fait toi-même. Mais en philo, ça n'existe pas. En philo, il n'y a rien. Tu as les manuels, certes, mais en fait, je trouve pas ça pertinent parce que les manuels ne fonctionnent pas sous forme de dissertation. Moi, je fais tous mes cours, ouais, tous ou presque, sauf mon cours sur Freud qui est un cours sur auteur, je fais tous mes cours sous forme de dissertation, c'est-à-dire que je choisis un sujet moi-même et je fais toute la trame du cours où je structure tout mon cours sous la forme de dissertation avec un A ABC, un 2 BCD, un 3 ABC. Tout mon cours est une immense dissertation en fait. Et c'est le meilleur moyen de leur montrer comment on disserte, c'est comme ça que les profs faisaient à la fac, une grosse dissertation en fait. Plus pratique et je crois que c'est comme ça que je faisais en terminale aussi. C'est moi qui fais du début à la fin. Disons que j'ai des collègues, j'ai des copains qui font une autre méthode et tant mieux pour eux si ça marche, qui viennent et qui parlent par exemple de Descartes, de la justice, de ceci, de cela. Mais moi j'ai besoin, en fait je ne me vois pas arriver en cours et ne pas avoir un cours structuré. J'ai besoin que quand je parle aux élèves ce soit l'intro, soit le 1A du développement. J'ai vraiment besoin que mon cours soit structuré, qu'on sache où on en est. Et en fait autant pour eux que pour moi, parce que faire des dissertations c'est ce qui me prépare le plus au CAPES. Si j'ai progressé sur mes dernières copies et si ça s'est bien passé mon oral, c'est parce que je m'efforce à faire tous mes cours sous forme de dissertation. C'est ce qu'on va me demander au CAPES, autant dans la leçon, à l'oral, que le jour des écrits. Je vais pas me pointer en cours et parler voilà, de ce que j'ai envie sur le moment pendant 3-4 séances. Même si évidemment c'est éminemment plus pratique. Parce que le problème de faire un cours dissertation, c'est que si tu t'engages sur un cours dissertation qui va durer 3 semaines, et bah quand tu commences à la semaine 1, il faut que t'aies tout de près. Tout de près. Faut que tu donnes les textes aux élèves, faut que tu saches ce que tu vas raconter à toute fin du cours, etc. C'est ça la plus grosse difficulté, c'est que je suis obligée de préparer vachement en avance. Et là j'ai rien d'avance ou presque. En fait j'ai appris qu'il y avait que 6 semaines avant les prochaines vacances et ça me rassure. Les 2 premières périodes c'était 7 semaines à chaque fois. Et c'était vraiment dur. Là je me dis il y a que 6 semaines et après je crois qu'il y a encore que 6 semaines. Donc 6 semaines ça va aller, c'est un mois et demi, j'ai quand même de la chance, on a quand même de la chance que oui c'est un métier où il y a des périodes de break où tu peux travailler chez toi sans mettre un réveil. Donc je me dis j'ai 6 semaines à tenir, 6 semaines à tenir ma routine, ça va aller. Pour l'instant j'ai même pas de remplacement de prévu. S'il y a des remplacements je les prendrai, s'il y en a pas, je les prendrai pas et puis j'irai essayer de faire de l'oseille ailleurs. Je vous disais que j'ai des rats podcast, j'ai saigné les podcasts, ça c'est à cause de mon amie Clara qui est très podcast. Et j'avoue que j'aime beaucoup maintenant, j'aime énormément les podcasts et j'ai écouté les podcasts des couilles sur la table que je n'avais pas trop écouté en fait, j'avais surtout écouté le cœur sur la table. Là j'ai écouté les couilles sur la table et notamment les podcasts de Virginie Despentes, l'interview avec Virginie Despentes en 4 épisodes, mais c'était magnifique, c'était divin, c'est super. Alors il m'en reste encore un épisode mais c'est super. Moi j'adore Virginie Despentes, j'ai pas tout lu d'elle, hein, clairement pas. Bien les couilles et le cœur sur la table c'est vraiment un podcast extraordinaire. Et j'ai aussi écouté un autre podcast des couilles sur la table, je crois que c'est le dernier, ça s'appelle Les Premières Fois, un truc comme ça. C'est sur le rapport des ados, collégiens, lycée, etc. à l'amour. C'est magnifique. C'est extrêmement bien. C'est une sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Les choses sérieuses, je crois, qui a fait une enquête de terrain sur le rapport des ados à l'amour. Et c'est magnifique. Comment se construisent dès l'adolescence les schémas de misogynie, de patriarcat qu'on retrouve à l'âge adulte. C'est très 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 intéressant. J'ai trouvé ce podcast absolument magnifique. Et une era Arte aussi. Une era Arte. J'ai fini Les Misérables. Franchement, si vous n'avez pas regardé Les Misérables, je ne peux rien faire pour vous. La série extraordinaire. Et j'ai regardé aussi une adaptation de Oliver Twist de Charles Dickens. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai adoré. Vraiment Arte ma vie. Il y a les podcasts de ma copine Mathilde aussi, que je vous mets à l'écran, la veste. Extraordinaire. Trop motivante cette meuf. Je te souhaite d'ailleurs bon courage pour tes partiels, Mathilde. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant ces petites vacances? Vous voyez, moi les vacances, j'ai eu ma meilleure vie. Au musée, j'écoute des podcasts, je lis des livres. Je vis ma meilleure vie. J'ai retiré mon implant et j'en ai remis un aussi. Faut que je retire le pansement, mais j'ai pas envie de voir ce qu'il y a en dessous. Je pense qu'il y a un bleu énorme. Je crois que ça a l'air d'aller. En vrai, je vous mettrai vraiment la vérité vraie. C'est le 3e implant que je mets. Donc je sais comment ça se passe les implants. La douleur que c'est de les retirer ou de les mettre, etc. Et je vais vous mettre l'adresse de ma sage-femme à l'écran. La meuf, c'est la best. C'est la best. Vraiment, je vous jure. Elle retire les implants. Alors, je dis pas que tu sens rien, mais par rapport à d'autres meufs, elle fait ça super bien. Elle est hyper minutieuse. Elle fait vraiment hyper attention à ton bien-être. Elle m'a installé, elle m'a mis un coussin, elle m'a mis une piqûre supplémentaire de, comment on appelle ça, d'anesthésiant dans le bras, ce que ne font pas les autres sages-femmes. Hein. Les autres sages-femmes, elles te laissent juste un petit pansement, hein, qui est censé t'anesthésier, et après, elle t'ouvre le bras. Ça n'anesthésie rien du tout. Elle m'a mis 2 piqûres d'anesthésiant pour vraiment je sente rien. Elle m'a mis une petite musique. Elle m'a fait payer 20 € pour le retrait et la repose d'un implant. Vraiment, cette meuf est extraordinaire. Elle est douce, etc. et tout. Vraiment, je vous conseille à 100% si vous recherchez une sage-femme sur Paris. Et apparemment à
impose encore mieux les stérilés parce qu'elle a plus l'habitude. Mais vraiment, je l'ai trouvée extraordinaire. Extraordinaire. Et en plus, elle se souvient de ses clientes. La meuf, je la vois qu'une fois par an, quoi. Pas besoin d'aller sage-femme tous les 4 matins. À ce que je sache. Y a rien qui attend. La cigogne n'est pas passée. Sinon, pour cette dernière journée de vacances, j'ai été me balader dans Paris ce soir. J'ai posté ma vidéo. D'ailleurs, je suis trop contente de vos retours. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente de vos retours. En plus, j'avais mis du temps à la monter celle-là. J'ai fait des écritures, des machins, des trucs. J'ai fait une vidéo longue de 33 minutes. Et j'ai trop bon retour. Donc, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Et après, j'ai été me balader dans Paris. Mais vraiment, ma vie. J'aime tellement cette ville. Personne ne me délogera. Personne ne me délogera de cette ville. Je vais me battre pour vivre ici, je vous jure. J'aime tellement. Je vais été me balader. J'ai été dans une librairie qui est ouverte jusqu'à minuit tous les jours. Alors tous les jours sauf le dimanche. Mais il y a une librairie à Saint-Germain-des-Prés, donc dans le 6e. Et je vous mettrai, ça s'appelle l'écume des jours ou je sais pas quoi, ou l'écume des pages. Enfin bref, j'ai pas tout compris. Mais la librairie est extraordinaire et elle est ouverte jusqu'à minuit. Minuit. Donc j'ai été me balader, Tour Eiffel, Saint-Germain-des-Prés, le 15e, tout ça. J'ai été à la librairie et j'ai acheté le livre Philosopher ou faire l'amour. Parce que je l'ai vu sur le compte Insta d'une fille qui a l'air trop sympa, qui s'appelle Désordre littéraire. Si vous aimez les livres et les photos esthétiques, foncez. Et moi qui adore l'amour, mais l'amour ne m'aime pas. Et j'ai racheté une édition des Hauts des Hurlevents, qui est mon livre préféré, que j'ai absolument envie de relire. Parce que je suis pas sûre que l'édition que j'ai soit la best, honnêtement. Mon goal, ce serait de le lire en anglais un jour. Là, ça me demanderait des efforts. En vrai, je comprends globalement l'anglais et je lis globalement bien. Ce que je fais très mal, c'est le parler et l'écrire encore pire. Je le comprends l'anglais globalement. Ce qui est pas plus mal parce qu'à l'agrégation, il y a quand même une épreuve en anglais. Bah bien sûr. Bon, c'est pas marrant. Enfin en anglais. Tu peux aussi choisir le grec et le latin, mais dans mon cas je pense que l'anglais sera le plus opportun. Et d'ailleurs ça m'a fait m'interroger, je me suis posé une question hier en lisant un passage de Freud qui traite de l'amour. Je me suis dit pourquoi l'amour n'est pas au programme de terminale, c'est-à-dire que l'amour je crois n'a jamais été au programme de terme. Sauf peut-être où l'époque il y avait 40 notions. Il y a une époque apparemment il y avait 30 ou 40 notions. J'étais pas là. Moi je me suis arrêtée à l'époque où il y en avait 21, maintenant on est à 17. Ça dépendait peut-être des filières, mais moi j'étais en L, j'avais 10 heures de philo. C'était 9 heures et nous on avait une heure d'AP philo en plus. Moi ça m'inquiète quand même que l'amour soit pas au programme quand même, je comprends pas. On m'a répondu oui parce que ça va donner des idées sexuelles aux enfants qui sont pas capables de réfléchir là-dessus, etc. Et en fait l'amour c'est vraiment pas que la sexualité, hein, Dieu merci, il y a 150 000 formes d'amour différentes. Donc je trouve ça quand même étrange, tu vois, il y a quand même la religion au programme, même si ça tombe jamais en dissertation, il y a quand même la religion au programme, mais il y a pas l'amour. Moi j'adorerais faire des cours sur l'amour, alors là, ça me fait penser qu'il y a une conférence de Luc Ferry sur les différents mythes de l'amour qu'il faut absolument que je regarde. Et il y a un livre sur la philosophie de l'amour que mon amie Clara m'a recommandé, que je vous mettrai à l'écran, qui a l'air extraordinaire, et qui parle apparemment de cette absence de l'amour dans les programmes de terminale, parce que ça pourrait être tellement génial. Et d'ailleurs ça me fait penser, putain mais j'arrête pas de parler, j'arrête pas, je ne m'arrête jamais de parler, mais ça me fait penser que j'ai donné un texte aux élèves pour faire une explication de texte en entier, bon qu'ils vont faire à la maison parce que malheureusement avec toutes les heures qui sautent, je peux pas leur faire en classe, hein. Prendre 4 heures de cours, c'est-à-dire une semaine de cours pour leur faire une explication de texte. Et je vais vous lire ce texte qui est un magnifique texte sur l'amour. Enfin deux textes, mais le premier c'est celui-là. Alors attendez, parce qu'il est tout petit, là, est-ce que je vais réussir à lire? Texte de Sartre dans L'être et le néant. Cette notion de propriété, par quoi on explique si souvent l'amour, ne saurait être première. Pourquoi voudrais-je m'approprier autrui, si ce n'était justement qu'en tant qu'autrui me fait être? Mais cela implique justement un certain mode d'appropriation, c'est de la liberté de l'autre en tant que tel que nous voulons nous emparer. Et non par volonté de puissance, le tyran se moque de l'amour, il se contente de la peur. S'il recherche l'amour de ses sujets, c'est par politique, et s'il trouve un moyen plus économique de les asservir, il l'adopte aussitôt. Au contraire, celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé. Il ne tient pas à devenir l'objet d'une passion débordante et mécanique. Il ne veut pas posséder un automatisme, et si l'on veut l'humilier, il suffit de lui représenter la passion de l'aimer comme le résultat d'un déterminisme psychologique. L'amant se sentira dévalorisé dans son amour et dans son être. Si Tristan et Iseut sont affolés par un filtre, ils intéressent moins. Et il arrive qu'un asservissement total de l'être aimé tue l'amour de l'amant. Le but est dépassé, l'amant se trouve seul si l'aimé s'est transformé en automate. Ainsi, l'amant ne désire pas posséder l'aimé comme on possède une chose, il réclame un type spécial d'appropriation, il veut posséder une liberté comme liberté. C'est un texte magnifique sur l'amour. À moi vraiment, si j'avais du temps, si j'avais 10 heures de philo, bon je pense que les élèves câbleraient de me voir 10 heures, mais si j'avais 10 heures de philo, je traiterais l'amour. Mais évidemment, je traiterai l'amour. C'est un texte magnifique de Sartre, ouais, qui parle d'amour. Qui dit qu'en gros, l'amour exclut toute notion de propriété. Et qu'à partir du moment où on intègre la notion de propriété dans une relation amoureuse, c'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour, c'est un autre rapport. Il n'y a pas de rapport de propriété. Personne n'appartient à personne dans l'amour. Parce que sinon, c'est pas une relation d'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, on veut posséder une liberté comme liberté, c'est ce qu'il dit. On veut posséder la liberté de l'autre et on veut pas la servir. Et après, j'ai mis un texte de Rousseau où il y a cette fameuse citation, c'est le texte de Rousseau, donc de la Nouvelle Héloïse, donc lettre 7 ou 8, qui dit attendez, il faut que je me souvienne, il faut que je l'aie dans ma mémoire profonde là. Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède, on jouit moins de ce que l'on obtient que de ce que l'on espère, et on n'est heureux qu'avant d'être heureux.
C'est ce texte avec cette fameuse citation qui est un texte magnifique de Rousseau. Vous m'étonnez que je suis seule, mais quel homme décent aimerait entendre parler 28 minutes sans s'arrêter? Personne. Hello les amis, comment ça va? Ça va pas trop ici. On est lundi, je vous filme désemparée en rentrant du travail. J'ai tellement peu dormi la nuit dernière, j'ai quasiment pas dormi. Ma montre me dit 4 heures de sommeil, mais genre je me suis réveillée, je vous jure. Je vous jure que j'ai dormi mais tellement paisiblement pendant 2 semaines pendant les vacances. Et il a suffi d'un jour de rentrée, je n'ai quasiment pas dormi. Alors que je me suis mis au lit à 23 h, j'ai pris 2 cachets de mélatonine, de 2 mélatonines différentes, et j'ai eu trop de mal à m'endormir. Et je me suis réveillée dans un lit en sueur. Je me suis réveillée une demi-heure plus tôt, je crois. Une demi-heure ou 1 heure plus tôt. Je me rappelle plus exactement, je crois que je me suis réveillée 1 heure plus tôt et dans un lit trempé en sueur. Genre j'aurais dû prendre en photo le lit trempé de sueur, c'est dégueulasse. Tellement je suis zinzin, mais je stresse de quoi? Vraiment, on dirait que je gère une PME, que j'ai 4 gosses à nourrir, j'ai les codes nucléaires entre les doigts, on dirait que j'ai des responsabilités de fou. Ouais, je suis juste prof. c'est immédiat cet effet rentrée, hein. Et du coup là je suis éclatée, mais éclatée. Il est 20h30, 20h40. J'ai été courir ce matin, j'ai fait une petite course ce matin. Je voulais aller au sport ce soir, mais là c'est impossible. De toute manière, le lundi, il faut que j'arrête de croire que je vais aller au sport le lundi soir. Laura, si tu revois cette vidéo, arrête de croire que tu vas aller au sport le lundi soir. Tu finis à 18 h et tu commences à 9 h. Qu'est-ce que tu t'imagines? Donc en fait, aujourd'hui, j'ai fait 1 heure de remplacement. J'avais un gros trou. Je suis éclatée. Et ça me saoule parce que du coup, ça me rend un peu à fleur de peau, un peu virulente à la fin de la journée. Tu sais, j'en peux plus, quoi. Vraiment, tu sais, je puise dans mes réserves, quoi. Après, c'est parce que t'es sursollicité dans toute la journée, quoi. Tu parles constamment à quelqu'un, t'es tout le temps en train de parler, t'es tout le temps en train de ceci, en train de cela, et ça te puise vraiment dans tes réserves profondes. Comment ça va? 17% de batterie sur ma caméra, faut absolument que je la recharge. On est mercredi, il est genre 8h30, il faut que je parte dans un quart d'heure. Je vais juste me faire une petite skincare routine. Je crois que j'ai même pas maquillé, pas le temps. Débrief de cette rentrée. Eh bien, on repart sur le même cirque au niveau du sommeil. On repart vraiment sur le même cirque. C'est un véritable enfer. Vraiment là, c'est un véritable enfer. Non, mais juste ça ne change pas. Genre vraiment, j'ai dormi comme une ouf pendant les vacances. Genre vraiment, aucun problème de sommeil, aucun réveil nocturne. Et un sommeil profond de malade et tout. Il suffit de 3 jours de rentrée et j'ai déjà le sommeil le plus éclaté au sol de France. Eh bien, je me réveille la nuit, j'ai du mal à m'endormir. Dès que je rentre du travail, je tombe, mais vraiment je tombe littéralement de sommeil. Et à la place de faire une nuit complète, dans ce cas-là, je vais dormir que 2-3 heures. 3 heures quand je suis vraiment fatiguée, sinon 2 heures, 1h30. Et après, je vais me réveiller en pétant la forme, genre en mode vraiment adrénaline, quoi. Je me réveille, mais d'adrénaline. Et après, impossible de m'endormir. Impossible, impossible. Et là, j'ai le cerveau qui turbine. C'est un enfer. Genre vraiment, là, je pense à tout. Là, cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Trop bien, d'un coup sec. Je me suis réveillée comme une folle à 23 h. Et quand je me suis recouchée après, vraiment, je n'ai pensé qu'à mes copies, qu'aux élèves, qu'à l'établissement, qu'à tout ce que j'avais à faire, etc. C'est un enfer. Vous êtes hyper nombreuses à me dire que vous avez la même chose et que vraiment c'est un enfer, quoi. Enfin, que en fait le cerveau il tourne en continu. C'est vraiment malgré moi, mon cerveau ne veut pas s'arrêter de penser au travail. Je vous jure. J'imagine même pas les entrepreneurs parce que moi je me dis mais putain, mais genre j'ai tellement conscience que j'ai un métier de privilégié quand même. Enfin, dans le sens où la terre va pas s'arrêter de tourner si je suis pas là. Je suis totalement remplaçable. J'ai de la chance d'être salariée avec des droits. Voilà, je suis pro de philo, j'ai pas des responsabilités de fou, quoi. Enfin, et je prends mon métier grave à cœur, mais voilà, j'ai pas le métier avec le plus de responsabilités, le plus de danger. Enfin voilà, quoi. Ça reste un métier qui est censé être assez calme, quoi. J'ai vu mon père être boucher sur le marché, ça c'était vraiment difficile, quoi. Ça c'était vraiment difficile. J'ai travaillé à l'usine, etc. et tout, ça c'était vraiment difficile. Tout ce genre de job alimentaire, etc. Ça c'est vraiment difficile, quoi. Ça c'est des horaires de fou, si tu dors peu, des galères tout le temps. C'est aliénant au possible. Moi je suis pas du tout un truc aliénant. J'adore ce que je fais, mais mon cerveau ne s'arrête pas de tourner. Mon cerveau ne s'arrête pas. Je vous jure que je tourne. Et malgré moi, c'est-à-dire que même quand je me concentre de toutes mes forces pour me dire
là t'arrêtes, tu respires 3 secondes, tu arrêtes. Non, mais je vais penser constamment à tout ce que j'ai à faire, à ce que j'ai pas fait, à ce que j'ai peut-être pas bien fait dans la journée, à ce que j'aurais dû dire autrement, ah mais tel élève machin, j'aurais pas dû dire ça, ou peut-être qu'il faut que j'écrive ça, enfin c'est un enfer, vraiment c'est un enfer. Ah tel collègue, ah j'ai oublié de faire ça, ah j'ai oublié de répondre à tel mail, vraiment c'est toute la nuit ça. Des fois même j'ai des illuminations sur mes cours à ce moment-là, hein, quand je pose ma tête sur l'oreiller. J'ai reçu ça dans une Blissim, c'est un contour des yeux, c'est pas terrible hein. Franchement c'est pas terrible, je mettais mes grands espoirs sur ça parce que vu le peu que je dors, un contour des yeux c'est quand même méga pratique pour défatiguer. Quoique encore ça va hein, franchement, en fait je dors quand même, en fait vu que je coupe mon sommeil en deux, je dors quand même pas si mal que ça. Enfin je dors mieux que si par exemple je ne coupais pas mon sommeil en deux. C'est pour ça que j'accepte de faire des nuits hachées, c'est que au moins je dors. Et bon bref ce contour des yeux n'est pas terrible. Et je sais que prof c'est pas le métier le plus difficile du monde, j'en ai bien conscience, mais en fait je pense que vraiment ce qui fait la difficulté du métier c'est la sursollicitation. C'est qu'en fait je me rends compte que, enfin d'ailleurs c'est prouvé scientifiquement, il y a des études qui montrent que les profs ont genre 10 ou 15 fois plus d'interactions qu'un individu classique dans un travail plus classique. C'est en fait les profs on est sursollicités. Et en fait c'est pour ça aussi que j'arrive pas à avoir d'interaction sociale pendant mes vacances ou pendant mes week-ends, c'est que tu es sursollicité toute la journée. Madame, 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 tout le temps. Tout le temps. Mais pas que les élèves, l'administration, etc. En fait, on s'en rend plus compte, au bout d'un moment, ça devient ton quotidien. Je me rends compte quand je fais la différence entre la période de vacances et la période de cours. En fait, ce qui empêche de s'endormir correctement, etc., c'est la sursollicitation et les demandes multiples, quoi. Les demandes multiples dans tous les sens. Oh, mais non, mais eux, ils m'appellent dès le matin. J'ai pas le temps, là. Vite, il me reste 10 minutes. En plus je peux pas arriver en retard parce que j'ai un contrôle à imprimer absolument pour les élèves. À tous les coups je vais pas avoir le temps d'imprimer parce qu'il y a une imprimante pour genre plus de 100 profs. Donc c'est vraiment la S. Ça c'est pas ouf. Ça c'est pas ouf du tout. Ouais en fait c'est vraiment le gros problème du professorat. Bon, hormis la violence institutionnelle, la violence peut venir de l'établissement déjà, selon l'établissement dans lequel tu es, mais là moi j'ai beaucoup de chance. Hormis la violence institutionnelle qui là est présente pour tout le monde je pense. Le plus dur je pense, enfin pour moi en tout cas c'est la sursollicitation. Vraiment tu es sollicité du matin 8h au soir hyper tard quoi. Genre encore hier soir je recevais un mail de parents à 19h30 sur mon téléphone quoi. Un truc important quoi, enfin un sujet assez lourd. Enfin en fait t'es tellement en état d'alerte, c'est ça le truc, t'es tellement en état d'alerte toute la journée, vraiment toute la journée t'es en état d'alerte. Et encore je pense que c'est encore pire quand t'as des petits. Moi ça va encore, c'est des grands tu vois. Que quand tu rentres chez toi je pense que le corps il arrive vraiment pas à relâcher. Et c'est là que le sport permet vraiment de se décharger de toute cette pression en quelque sorte. Mais il pleut toute la journée aujourd'hui, c'est un enfer. Il pleut toute la journée, c'est fou l'hiver à Paris, genre vraiment je déteste l'hiver. Heureusement que je travaille parce que vraiment l'hiver je déteste. Je supporte pas. Et en même temps toutes ces interactions font aussi la richesse du métier quoi. Je crois que j'ai psy aujourd'hui mais j'ai peur de m'être trompée sur la date. À 16h55 donc après les cours. Moi la meuf qui note pas ses rendez-vous quoi. J'ai discuté avec ma pote Clara qui m'a fait une remarque hyper pertinente, on parlait de quelque chose et je lui disais mais putain mais c'est super cher, ça fait chier et tout, on parlait de chauffage. C'est con hein, on parlait de chauffage, je lui disais mais le chauffage c'est super cher, moi je l'éteins la nuit, je le mets pas etc. Et elle m'a dit moi je le mets parce que tout simplement ça contribue à mon bien-être. Ça m'a un peu interloqué, c'est con hein, ça m'a interloqué parce que c'est vrai qu'on a tendance, enfin moi j'ai tendance à tout calculer soit en termes de productivité, soit en termes d'économie. C'est-à-dire qu'une activité faut qu'elle soit productive, c'est-à-dire qu'elle me rapporte de l'argent. Il faut toujours que ce soit calculé selon ses coûts monétaires, vous voyez. On fait quelque chose, on fait pas quelque chose parce que ça nous rapporte de l'argent ou parce que ça nous en coûte sinon, vous voyez. Mais je pense que tout le monde pense comme ça, hein. C'est le principe de l'homo economicus. Hein. C'est vrai que tu vois, tous les actes tu les penses en termes de est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou est-ce que ça va être productif pour qu'au final ça me rapporte de l'argent, que ça minimise mes efforts, tu vois, c'est souvent comme ça qu'on pense. Et là qu'elle fait mais non mais en fait je le fais juste parce que ça contribue à mon bien-être. Je dis mais ouais, pourquoi on calcule pas comme ça? Pourquoi on pense pas tous nos actes comme ça? En fait je le fais parce que ça contribue à mon bien-être. J'étais en mode bah ouais. Alors moi je m'en fous, pour le chauffage, j'en ai pas tiré la conclusion que j'allais mettre le chauffage 24/24, clairement pas. Mais tu vois quand je vais au sport ou quand je vais chez le psy, techniquement ça me fait perdre du temps. Si je voulais être gaulée, j'aurais juste à moins manger. Clairement, et pour le psy ça me fait juste perdre de l'argent quoi, enfin, mais en fait ça contribue à mon bien-être. Faut peut-être calculer un peu plus les choses comme ça. Je le fais juste parce que ça me rend heureux. Juste ça devrait être un argument d'autorité en fait, plutôt que de dire mais non mais je le fais parce que ça me fait gagner de l'argent ou ça me fait gagner du temps. J'ai trouvé que ce raisonnement, je me suis dit mais on l'applique jamais assez quoi. On calcule tout en termes d'économie et jamais en termes de bonheur.
Hello, comment est-ce? Je voulais pas filmer, j'ai pas trop filmé. Je voulais pas filmer parce que j'ai une sale gueule. En fait, c'est pas grave. Avant, ça me dérangeait pas, donc je vois pas pourquoi ça me dérangeait maintenant. Un petit thé. On est jeudi soir. Mais je pète la forme. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 7 dernières semaines, je chouinais parce que j'avais trop de travail et que je dormais pas. Et là, je pète la forme. Je sais pas ce que j'ai. Il est 22h38. Demain, il faut que je me lève à 6h30. Je vais pas courir demain puisque aujourd'hui, j'ai été nager et courir. Donc, je vais juste me lever à 6h30. J'ai 3 heures. 2 heures classiques et 1 heure. J'aurais fait 2 heures de remplacement cette semaine. Bon, c'est pas mal. Si j'arrive à avoir 2 heures de remplacement toutes les semaines, déjà, ce sera pas mal. Mais je pense qu'il faut que j'arrête de compter sur les remplacements pour augmenter mon salaire. Tout simplement parce que les remplacements c'est extrêmement chronophage quand même. Et en fait tu sais jamais comment t'es payé, tu sais jamais si tes heures sont bien payées, tu sais jamais quand elles sont payées. Et ça compte pas pour la retraite ni rien. Bien les remplacements, j'essaie d'en faire parce que j'ai un salaire de base qui est très bas. C'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent quand même. Et puis surtout en fait les remplacements c'est très aléatoire. Là il y en a pas beaucoup, il y a des périodes où il y en a énormément, là il y en a pas trop. Voilà, il y a tous les collègues qui veulent remplacer aussi. Enfin en tout cas une partie très aléatoire, c'est quand même pas un truc de fou. Et bon cette semaine j'aurais quand même fait 2 heures de remplacement. Voilà, si j'arrive à en faire 2 heures par semaine, c'est déjà très bien, mais ça m'étonnerait, puisque les autres aussi veulent en faire en fait, et là il n'y a pas trop de remplacement. Et donc bon, ça me fait rester 1 heure plus tard, mais bon, c'est pas très grave. Faire 9h, 15h pour 3 heures de cours, ça fait chier, mais bon, l'après-midi c'est pas grave, j'ai plein de trucs à faire, comme préparer les cours, parce que j'ai quasiment pas de cours de pré, hein. C'est une catastrophe, mais bon, bref. J'ai 90 copies à corriger, les élèves m'ont rendu toutes les copies, attendez, je vais vous montrer. Ça fait un énorme paquet de copies, ça fait tout ça de copies à corriger. Voilà, après là c'est des contrôles de connaissances, sachant que je me passe vraiment beaucoup de temps à corriger les introductions, les dissertations, etc. Là les contrôles de connaissances, c'est ils savent ou ils savent pas, je vais corriger rapidement en fait, pour ma propre survie, et parce qu'en fait ça sert à rien de leur laisser des appréciations sur des contrôles de connaissances, soit ils savent, soit ils savent pas. Par contre sur des dissertations c'est important pour leur dire non, il faut que tu modifies ci, modifie ça, il faut que tu fasses comme ci, machin, ça c'est beaucoup plus important. Et puis sinon la notation paraît aléatoire, alors que sur un contrôle de connaissances, bon, voilà. Et puis surtout si je veux les évaluer assez souvent, je peux pas mettre la même implication dans tous les devoirs. Déjà j'évalue beaucoup et je le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Une année CAPES typiquement elle aurait été beaucoup plus intelligente que j'évalue beaucoup moins, que je leur donne pas des devoirs maison, que je leur donne des contrôles beaucoup plus petits. Là j'ai fait un contrôle de 2 heures, eux ils voient ça probablement d'un œil très négatif en mode oh la prof des contrôles de 2 heures et tout, trop chiant et tout, mais si je fais ça c'est pour eux quoi, c'est pour qu'ils apprennent au fur et à mesure le cours quoi, et qu'ils se retrouvent pas en juin à 3 jours du bac à ouvrir le cahier et à dire ah je fais ça pour eux, mais les élèves évidemment se rendent pas compte quoi, ils se disent la prof la grosse relou elle fait que nous évaluer, alors que moi je me dis putain fais chier, je me tape encore ça de copies, ça va encore me prendre je sais pas 20-25 heures, ça c'est énorme hein. Et en année concours il faudrait mieux que je fasse autrement. Après j'ai pour envie de me faire passer pour la Sainte Marie, la Vierge Marie ou je ne sais quoi, mais voilà c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi j'ai passé une trop bonne journée, j'ai décidé qu'en 2025 je me ferais un peu plus plaisir. Je sais que c'est l'année concours etc et tout, mais franchement je suis bien dans mon établissement, si je n'ai pas le concours je referai une année de contractuel et je repasserai le concours et ainsi de suite, et c'est pas grave. Au début j'avoue j'ai pas trop parlé à mes collègues, bien qu'il y ait beaucoup de collègues jeunes, j'ai pas trop parlé parce que j'avais vraiment en souvenir mon ancien établissement où vraiment je m'en suis pris plein la gueule, où j'ai des collègues qui m'ont appelé pour me dire des trucs horribles. J'ai une fille, une prof de français qui était méga sympa, avec qui je suis encore en contact sur Instagram, mais sinon de mes 2 établissements bah, j'ai gardé aucun contact, et le deuxième, enfin ça avait été horrible quoi, j'ai quand même eu 2 plaintes au cul, non 3 plaintes au cul par ma chef d'établissement qu'elle aurait mis, enfin je sais pas si elle les a vraiment mises ou pas, mais bon, en tout cas qu'elle m'a dit qu'elle avait mis, ça m'avait un peu matrixé, enfin vraiment je suis arrivée dans mon nouvel établissement en mode je parle à personne, je veux juste qu'on me laisse tranquille, je veux avoir mon concours, je veux pas avoir de soucis en fait. Moi j'ai trop peur que, enfin vous voyez les profs, voilà ça reste des collègues, j'ai trop peur que je sais pas, au moindre faux pas, trouve sur le bûcher sur la place publique et que encore on m'appelle pour me dire des trucs horribles. J'avais peur qu'on me reproche ma chaîne YouTube, j'avais peur de tout un tas de trucs, donc c'est vrai que j'ai vachement été distante. J'ai vachement été distante avec mes collègues. Voilà, je parlais mais sans plus quoi. Je me suis jamais dit je vais me faire grave copine avec mes collègues parce que j'ai besoin d'occuper ma vie. Enfin pas du tout, je me disais voilà je fais mes heures. Je veux juste de pas avoir de soucis dans la vie. Je veux que ça se passe le mieux possible. Je veux avoir mon concours et je veux pas juste avoir de problème. En fait je veux juste qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi vivre tranquille, laissez-moi faire mes cours. Et donc j'avais vraiment peur quoi. Et en fait je m'entends de mieux en mieux avec mes collègues quoi. J'ai vraiment plein de collègues jeunes qui sont super sympas. Et puis les collègues moins jeunes aussi avec qui je m'entends super bien. Vraiment il y a une super bonne ambiance. Et que j'apprécie beaucoup, et donc je me dis voilà si je refais 1 an c'est pas grave quoi, je pense pas que mon poste sera attribué parce que ça reste un coin perdu hein. Et je fais 1h30 de trajet, c'est que c'est pas l'endroit le mieux desservi de France, vous doutez bien. J'arrête de mettre une pression incommensurable et puis voilà, si mon poste est attribué bah j'irai ailleurs, je trouverai un autre poste de prof de philo, je vais trouver, on va trouver. Et puis sinon je ferai prof de français, enfin voilà, il y a toujours des solutions, je vais pas me retrouver en galère. Et puis sinon il y a le chômage, mais bon ça m'étonnerait qu'on en arrive là, je ne pense pas. Je disais qu'en 2025 je profiterai un peu plus et je lâcherai un peu plus la bride
la bride, je ne sais pas ce qu'on dit, la bribe ou la bride. M'engueulez pas dans les commentaires, dites-moi gentiment si c'est la bride, lâchez la bride, lâchez la bribe. Et donc j'ai commencé, voilà, par ce début d'année. Ce matin, je voulais absolument aller à la piscine. Et le jeudi matin, dans Paris, il y a presque aucune piscine ouverte. En fait, les piscines sont attribuées le jeudi matin et autres matins aux scolaires en fait. Donc je me suis dit putain, je peux pas aller à la piscine ce matin, ça fait chier et tout. Et en fait, j'ai fait une nouvelle piscine qui était géniale. J'ai été dans une piscine péniche. En fait, ça s'appelle la piscine, c'est Anetka. C'est dans le 15e, c'est au niveau du pont du Garigliano, je crois qu'on dit ça comme ça. Vers Javel en fait, vers le métro Javel. Et en fait, t'as une espèce de péniche qui est un centre, un complexe sportif. Bon, c'est très luxury. Bon, pourtant, l'extérieur est pas si beau, c'est pas si bien placé, mais c'est très luxury, c'est très cher en fait. L'entrée à la piscine est à 16 €, mais tu nages dans une péniche, en extérieur, dans un 50 mètres chauffé, y a personne. Après, t'as accès au sauna, t'as une espèce de salle de sport aussi, t'as une espèce de petit café et tout. Je pense que je vais me faire des kiffs. Je pense que tous les jeudis, si je vais pas à la piscine le mercredi, j'irai tous les jeudis là-bas. Faut que je me dise quand même que j'ai un salaire, je travaille beaucoup, que j'ai des possibilités d'avoir plus de revenus en faisant des projets, etc. et tout. Que voilà, il faut que je kiffe ma vie de fille célibataire à Paris, quoi. Enfin, j'ai fait un choix de vie où le choix de vie s'est fait à moi, de ne pas avoir, comment dire, d'être seule. Ça, c'est des avantages d'être seule. Ça aussi, c'est des avantages. Et ces avantages, c'est que je peux organiser mes journées comme je le veux et je peux dépenser mon argent comme je le veux. Donc, il faut que je me fasse plaisir et que je me fasse des kiffs comme ça parce que franchement, ce matin, ça m'a fait trop plaisir d'aller dans ma piscine chauffée, dans une péniche. Donc voilà, je me suis fait ce petit kiff là ce matin. J'étais en cours et en rentrant ce soir, donc après mes cours, en rentrant ce soir, je viens d'aller à Orsay en courant. Il faut une nocturne jusqu'à 22 h, enfin 21 h 30, ils ferment les salles. Et donc si j'ai décidé d'être prof, c'est aussi bah voilà, d'avoir un métier pas forcément payé, etc. et tout. C'est aussi pour avoir ce temps pour me cultiver, quoi. Et ça me fait tellement du bien. Vraiment, la culture, c'est ce qui me rend heureuse, quoi. D'avoir ce temps pour le sport et la culture, c'est ça que je veux. Vraiment, moi, ma plus grosse peur, c'était d'être comme mon père et de passer mes journées à travailler. Alors oui, gagner de l'argent, etc. et tout machin, c'est très honorable. Vraiment, je respecte. Vraiment, je respecte. J'ai un profond respect parce que je me dis, c'est tellement dur. J'ai décidé d'être prof parce que je voulais faire un métier intellectuel, c'est-à-dire un métier où je suis constamment en train d'apprendre. Et apprendre, ça fait partie de mon métier. Un métier qui me permette d'avoir du temps pour le sport, qui me permette d'être pas trop stressée, honnêtement. Et un métier qui m'offre un accès à la culture. Voilà. Vraiment, la culture, ça me rend trop heureuse. Vraiment, le matin, des fois, j'ai pas envie de me lever et je me dis, bah non, mais j'ai un super podcast à écouter. Bon, bah vas-y, tant que je me prépare, je vais m'écouter un petit podcast. Ou le soir, voilà, j'ai envie de rien faire et je me dis, bah non, bah tu vas aller courir. Là, ce que j'ai fait, j'ai été courir au musée en écoutant un podcast de Didier Héribon, qui est le maître à penser de Édouard Louis, qui est ma star. Et voilà, ça me fait trop plaisir en fait, vraiment ça me rend trop heureuse. Auparavant j'aurais été en mode ouais, c'est l'hiver, je suis toute seule, personne ne m'aime, et puis j'ai pas le concours, et puis je dors pas, et puis j'ai pas de cours de presse, c'est l'enfer, comment je vais faire et tout. Là vraiment j'ai passé ma best life, j'étais trop bien. Je sais pas, il y a un switch qui s'est fait dans ma tête où je me sens tellement mieux. Je pense que c'est psychologiquement le fait qu'il y ait que 6 semaines avant les vacances, ça m'aide vachement. Voilà, mais bon la semaine prochaine je vais douiller. 2 conseils de classe où je vais finir à peu près à 20 h, lundi, mardi. Ça va piquer. Ça va piquer la semaine prochaine. Je pense que j'ai beaucoup moins rigolé la semaine prochaine, mais bon. J'ai commencé une nouvelle série sur Arte encore, bon vous connaissez probablement parce que vous êtes plein à m'avoir dit que c'était génial. L'Armée des Romantiques, c'est une série animée, donc en mode dessin animé, c'est super bien fait, c'est en libre accès sur YouTube, c'est fait par Arte, et c'est génial. Et vraiment allez voir, c'est trop bien fait, c'est hyper intéressant, je pense que je vais la regarder 2 fois. Ma copine Marine m'a dit qu'elle l'avait regardé une 2e fois pour prendre des notes, et bah je pense que je vais faire la même chose. C'est tellement bien fait, vraiment Arte c'est banger sur banger. Hein. Voilà, c'est ça qui me fait du bien aussi l'hiver, d'avoir des bonnes séries à regarder, d'aller faire des musées, d'aller faire mon sport, d'aller lire des bons livres et tout. C'est ça qui rend heureux, hein. Discuter avec les collègues à la pause, avoir des élèves qui sont adorables. D'ailleurs j'ai une élève qui soupçonne, regarde mes vidéos parce qu'elle est arrivée à un cours, elle m'a dit madame, je vous prête ce livre, c'est la suite des Misérables. D'abord destiné à la 3e partie des Misérables, ce texte a été retiré du manuscrit, écarté mais non oublié, l'auteur souhaitant le réserver pour un autre projet. Donc vraiment les meilleurs élèves du monde, hein. Ils sont trop gentils. Ah ils sont vraiment sympas, mais je vais pas trop le dire parce qu'après ils vont gratter. J'ai toujours peur qu'ils aillent trop loin, qu'ils me marchent dessus, qu'ils me bordélisent, ce qui m'étonnerait très fortement en fait. Je leur dirais qu'ils sont formidables à la fin de l'année.